La saison minière de Tony Beats s'est effondrée en un clin d'œil, non pas à cause d'un éboulement d'une machine cassée ou d'un hiver brutal au Yukon. Il ne s'agissait même pas de dommages environnementaux ou de violation des règles de sécurité. Le coup fatal est venu de quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus insignifiant, une simple erreur d'écriture enfouie dans la paperasserie gouvernementale. Un acre. Une minuscule erreur qui a effacé des millions de dollars d'opportunités et transformé des mois de sueur de carburant et d'ambition en rien d'autre que du silence et de la rouille. Pour Tony, le soi-disant Viking du Nord, c'est plus qu'un revers, c'est une humiliation. Son grand projet pour la plaine de l'Indian River, cette étendue de terre dont il était convaincu qu'elle recelait la prochaine fortune du Klondike, a été stoppé net par la bureaucratie. Des inspecteurs sont arrivés à l'improviste, ont examiné son permis d'exploitation de l'eau et en un clin d'œil ont mis fin à toute l'opération. Pas d'appel, pas de seconde chance. Son permis qui couvrait selon lui 15 acres de terre arable n'était valable que pour un seul hectare sur 15, et cette erreur de frappe a tué une saison entière. Pensez à l'ironie de la situation. Un homme qui commande des flottes de machines, valant des millions de dollars qui déplacent des montagnes de terre avec son équipe de mineurs endurcis, a été défait non pas par la nature ou par des rivaux, mais par du papier et de l'encre. Lorsque l'ordre est arrivé, sa légendaire usine de lavage, un monstre d'acier rouillé qui n'avait pas respiré depuis près d'une demi-décennie, venait tout juste d'être ramené à la vie. Son équipe avait passé des semaines à arracher des boulons dénudés, à colmater des tuyaux fissurés et à réparer des bosses ressuscitant pièce par pièce une relique de l'histoire de l'exploitation minière de l'or. Et au moment où il s'est réveillé en trombe prêt à engloutir des centaines de mètres de terre, alors le gouvernement a tout arrêté. Les retombées ont été dévastatrices. Imaginez le moral de l'équipe de Tony, leur fer jaune garer en silence les opérateurs, n'ayant rien d'autre à faire que de regarder la boue chaque minute d'immobilisation, faisant perdre des milliers de dollars. Les salaires, le carburant, les contrats de location. Tout cela s'accumulait des dizaines de milliers par jour, sans que l'or ne coule à flot pour couvrir les pertes. Le rêve d'une saison record s'est transformé en un cauchemar de paperasserie. Tony ne perdait pas seulement du temps. Il perdait la foi, perdait de l'argent et voyait son empire vaciller. Son seul recours était Paradise Hill, l'ancien champ de bataille où il s'était fait un nom. Mais Paradise Hill est resté inactif pendant plus d'un mois. Les routes ont été emportées par les eaux, le matériel se détériore et le sol est instable. Reculer n'était pas une stratégie, c'était du désespoir. Le temps était compté, et chaque jour perdu était un clou de plus dans le cercueil de sa saison. De l'autre côté de la vallée, un autre mineur saisit l'occasion, alors que Tony se noyait dans la paperasse et la frustration. Parker Schnabel écrivait une histoire. Une histoire bien différente. Dans son camp, ce n'était pas le chaos, mais la discipline. Big Red et Lucifer, ces installations de lavage ultramodernes, fonctionnaient comme des horloges jour et nuit, dévorant la terre payante, avec une efficacité implacable. Chaque boulon serré, chaque mètre de gravier transporté, était calculé, cartographié et exécuté avec précision. Parker ne se contentait pas d'extraire de l'or. Il construisait une machine, un empire de production d'or qui ne dormait jamais. Parker avait parié 15 millions de dollars sur Dominion Creek, s'assurant ainsi 7500 sacres et se transformant en l'un des plus grands détenteurs de concessions au Yukon. Le pari était colossal, mais les résultats des forages promettaient la richesse et les bénéfices se déroulaient sous ses yeux. Alors que l'équipe de Tony luttait contre la rouille et la bureaucratie, l'exploitation de Parker produisait de l'or comme une usine bien huilée. Il ne se contente pas de tirer profit de la chute de Tony, il orchestre la prise de contrôle du Klondike. Le contraste n'aurait pas pu être plus net.
D'un côté, Tony Beats, mis à l'écart, enchaîné par une faute de frappe, son empire craquant sous le poids du temps perdu et de la confiance perdue. De l'autre, Parker Schnabel, plus jeune, plus vif, implacable, transformant la précision et l'investissement en l'une des plus grandes découvertes d'or que le Yukon ait jamais connue. Dans le monde impitoyable du Klondike, les erreurs ne sont pas pardonnées. La paperasse compte autant que les machines. Et quand le gouvernement dit « non même un viking tombe », un mineur luttait pour sa survie, l'autre réécrivait le livre des records. La fermeture du gouvernement n'a pas seulement arrêté Tony, elle a aussi ouvert la porte à son plus grand rival pour qu'il prenne le contrôle du Klondike. Mais le véritable coup de poing n'a pas été la fermeture ou le succès de Parker, c'est une trahison qui se prépare au sein de la propre famille de Tony, de l'or du sang et de la trahison. Lorsqu'une famille comme les Beats se sépare, ce n'est pas pour du café renversé, mais pour le contrôle, l'orgueil et des montagnes d'or. Au moment où la saison de Tony touchait le fond, un mouvement au sein de son propre camp a décuplé la situation. Kevin Beats, le fils aîné et héritier présomptif de Tony, s'est retiré de la concession de son père et a rejoint la seule équipe contre laquelle Tony n'a jamais supporté de perdre. Parker Schnabel. Alors je me sens mieux pour t'aider parce que je me dis que si c'est le truc de Tony, alors Tony peut s'en occuper. Mais félicitations pour avoir fait cela. Merci. Le fait est qu'il ne s'agissait pas seulement d'un changement de travail, mais d'une déclaration de guerre. Une décision si audacieuse qu'elle a brisé la dynastie des Beats en plein milieu, laissant dans la poussière des années de sueur de loyauté et d'histoire familiale. Pour comprendre l'importance de cette décision, il faut connaître la dynamique de la famille Beats. Tony a créé son empire dans la terre gelée du Yukon, en criant plus fort, en creusant plus fort, et en n'abandonnant jamais. Ses enfants ont grandi dans ce monde. Pas de dessins animés, ni de mains douces pour eux. Leur enfance a été marquée par l'odeur de la graisse, le rugissement des moteurs et le poids des pierres. Kevin, en tant qu'aîné, était celui dont tout le monde pensait qu'il prendrait la relève, qu'il porterait la couronne viking. Mais l'exploitation minière ne se soucie pas des attentes. Sous la poussière d'or, la situation était tendue. Kevin n'était pas dans le même état d'esprit. J'ai eu des sentiments mitigés en revenant. Je m'attendais à ce que le traumatisme soit plus avancé. Je pense que cela fait presque 10 mois que le traumatisme a été géré. Et c'est très frustrant pour Tony. Je ne pense pas qu'il ait vraiment réalisé à quel point moi et la foi avons pris sur nous. Il aimait les chiffres, l'efficacité et l'amélioration des choses par l'intelligence et pas seulement par la force brute. Il était allé à l'université où il avait appris l'informatique et le leadership et en était revenu avec des idées neuves. Tony, quant à lui, était de la vieille école. Ses règles étaient simples. Plus de terre de plus grosses machines, moins de discussions. Les affrontements ont commencé à petite échelle. Des disputes sur le réglage d'un forage ou sur l'itinéraire d'un camion. Au fil du temps, elles sont devenues une source constante de friction. Kevin a vu des moyens d'optimiser, de réduire les déchets, d'utiliser les données pour exploiter les mines plus intelligemment. Mais c'est Tony qui avait le dernier mot. Et ce mot était généralement prononcé haut et fort, alors que l'exploitation d'Indian River commençait à échouer et que la fermeture se profilait à l'horizon, la cocotte minute explosa. Kevin a vu son père reprendre ses vieilles habitudes, alors que la société perdait de l'argent. Il regarde de l'autre côté de la vallée et voit l'équipage de Parker Schnabel en train de voler. Moins de cris, plus de progrès. De nouveaux outils, un meilleur timing, moins de panne. Kevin a été très attentif, puis il a marché. Un jour il a fait ses valises. Pas de grand combat dramatique, pas de grande annonce. Il est simplement parti. Il a conduit jusqu'au camp de Parker et a commencé à travailler. Ce simple geste a provoqué une onde de choc dans le Klondike. C'était personnel. Tony a essayé d'en faire abstraction en gardant sa voix stable et en faisant tourner les machines, mais tout le monde a vu la vérité. Cela se voyait à la façon dont il a claqué la porte de la pelleteuse. Des années d'éducation d'un fils mineur de travail côte à côte dans des hivers glacials et des printemps boueux se sont envolés d'un seul coup. La décision a été immédiatement payante pour Parker. Kevin est entré dans le système de Parker comme s'il y était depuis le premier jour. « Hey Parker, bonjour.
Vous êtes ici pour un camion de rock. Ici pour un camion de rock avec un peu de chance, oui. Vous pouvez certainement acheter la E. C'est celui que j'ai le plus regardé. Les pneus pourraient avoir besoin d'air et d'autres choses. Il n'était pas seulement un bon mécanicien. Il était un atout stratégique. Parker l'a laissé bricoler, l'a laissé modifier le système. Kevin a introduit de nouvelles routines et de petites innovations qui ont eu un impact considérable. L'équipe s'est déplacée plus rapidement. Les temps d'arrêt ont diminué. Les nettoyages ont pris de l'ampleur. Kevin n'a pas seulement changé de travail, il a changé de jeu. Il s'agit d'une victoire stratégique de taille pour Parker. Il ne s'est pas contenté de gagner un contremaître compétent. Il a pris une pièce maîtresse de l'échiquier de son rival et, ce faisant, a acquis une connaissance inestimable du fonctionnement de Tony. Ce genre de drame n'est pas nouveau pour la ruée vers l'or. Au début, l'équipe d'Hoffman était un foyer de conflit. Des tensions ont éclaté entre Jim Thurber et Greg Remsborg jusqu'à ce que Thurber soit finalement évincé. Plus tard, Dave Turin s'est éloigné de cette même équipe après des années de frustration dues à de mauvaises transactions et à un leadership médiocre. Mais l'effondrement de la famille Bitts a été ressenti différemment. C'était un père contre son fils. La trahison a laissé une blessure profonde, et tandis que Tony essayait d'aller de l'avant, les rouages de son opération tournaient sans la personne qui les connaissait le mieux. Et tandis que Tony s'efforçait de recoller les morceaux, Parker était sur le point de toucher le plus gros jackpot de sa vie. Comment se construisent les empires? Vous est-il déjà arrivé de regarder une fosse boueuse et abandonnée et de vous dire que c'était là que se cachait une fortune? Mais Parker Schnabel l'a fait. Il a transformé cette pensée en action, et le résultat a été une saison qui restera dans l'histoire de la ruée vers l'or. Pendant que Tony Bitts luttait contre les régulateurs et sa propre famille Parker ramassait tranquillement assez d'or pour faire la une des journaux. Nous ne parlons pas d'une bonne saison. Nous parlons d'une saison légendaire. Le résultat final est incroyable. 7300 onces d'or. Cela représente plus de 450 livres d'or. Au prix d'aujourd'hui, cela vaut plus de 10 millions de dollars. Ce qui est incroyable, c'est que son objectif initial était de 5000 onces. Dépasser cet objectif de plus de 2000 onces, c'est presque du jamais vu. Il ne s'agit pas d'un gain rapide ou d'un coup de chance. C'était le résultat d'années de planification de travail acharné et de risques intelligents et calculés. Il avait investi des millions dans l'achat de son propre terrain, un risque énorme pour un jeune mineur. Mais son programme de forage utilisant des techniques modernes pour échantillonner le sol lui a indiqué que l'or était là. Il a misé gros et il a gagné gros. Voyons comment il a réussi. Tout d'abord, l'équipement. Parker dirige l'une des exploitations les plus sophistiquées du Yukon. Ses installations de lavage sont construites sur mesure pour une efficacité maximale. Sa flotte de camions et d'excavateurs est moderne et bien entretenue. Tandis que Tony se battait pour maintenir en vie son ancienne drague Parker tirait parti de la technologie. Il a utilisé des drones pour arpenter le terrain et créer des cartes 3D détaillées afin de planifier la coupe la plus efficace. Cela a permis à son équipe de déplacer la terre avec une précision chirurgicale en minimisant les déchets et en maximisant les profits. Chaque gallon de carburant, chaque heure de fonctionnement a été suivi et analysé. Il s'agissait d'une entreprise, pas d'une chasse au trésor. Deuxièmement, l'équipe. Un leader ne vaut que ce que vaut son équipe, et Parker a constitué une équipe de professionnels loyaux et compétents. Avec Kevin Bitts, qui gère désormais le quotidien de l'un de ses sites, Parker disposait d'une formidable équipe de direction. Il travaillait par équipe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire tourner les usines. Lorsqu'une courroie cassait, ou qu'une pompe tombait en panne, il ne perdait pas de jour. Il s'attaquait au problème et le réglait en quelques heures, parfois en quelques minutes. Ce type d'efficacité n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit de la confiance et d'un objectif commun. Troisièmement, les conditions. Parker a bénéficié d'un coup de pouce du marché. Le prix de l'or est resté élevé tout au long de la saison, ce qui a donné de la valeur à chaque once extraite du sol. Dans le même temps, les coûts du carburant sont restés relativement bas, ce qui est un facteur important lorsque vos machines consomment des milliers de litres par jour. Mais voici l'astuce.
Les conditions favorables ne garantissent pas le succès. Il faut savoir en tirer parti. L'exploitation légère et efficace de Parker était parfaitement positionnée pour tirer parti du marché, transformant les bonnes conditions en une récolte record. L'ampleur de cette opération est difficile à comprendre. Déplacer suffisamment de terre pour obtenir 7000 onces d'or revient à déplacer une petite montagne. Quand nous avons commencé, j'ai dit qu'il nous fallait 80 onces pour que ce soit bon. Alors je pense que c'est un sacré bon résultat. On ne peut que s'en réjouir. C'est notre propre terrain, et j'en suis ravi. Mais cette quantité d'or s'accompagne d'une nouvelle série de problèmes. La sécurité est devenue une préoccupation majeure. Il faut croire que lorsqu'on entend parler d'un butin aussi important, on devient une cible. Le site est passé d'une zone de fouille à une forteresse. Plus de caméras, plus de gardes, et moins de détails. Chaque pépite doit être comptabilisée et sécurisée. C'est un problème de haut niveau, mais un problème quand même. Parker ne se contentait pas d'extraire de l'or. Il construisait un empire prouvant que l'avenir de l'exploitation minière appartient à ceux qui allient travail acharné et stratégie intelligente. Mais ce succès massif signifie-t-il que les anciennes méthodes sont mortes? Et est-il possible que nous passions à côté de la vraie histoire ancienne école contre nouvelle école? Lorsque l'on résume la situation, on se retrouve avec deux histoires complètement différentes. D'un côté, il y a Tony Beats, le vétéran, une légende à part entière, qui a vécu une saison infernale. Il a été écrasé par la bureaucratie gouvernementale, trahi par son propre fils, et s'est retrouvé à se battre pour des miettes avec un équipement vieillissant. De l'autre côté, il y a Parker Schnabel, le jeune homme qui a parfaitement joué ses cartes et qui est reparti avec un jackpot de 10 millions de dollars. Il est facile de penser qu'il s'agit d'une simple histoire de vieille école contre nouvelle école, de méthodes dépassées, écrasées par la technologie moderne. Mais est-ce si simple? Parlons comme si nous étions assis dans un bar à Dawson City. En regardant la série, on s'aperçoit que Parker est en pleine réussite, alors que le camp de Tony ressemble à une zone sinistrée. On se demande alors s'il y a un détail important qui nous échappe. Le fait est que le succès de Parker ne s'explique pas seulement par le fait d'avoir de nouveaux jouets brillants. Il s'agissait d'un changement fondamental d'état d'esprit. Pendant des années, l'extraction de l'or était une affaire d'instinct et de courage. Tony est l'incarnation de cette philosophie. Il peut regarder un terrain et sentir s'il y a de l'or. Mais Parker représente une nouvelle voie. Il fait davantage confiance aux données qu'à son instinct. Il a investi massivement dans des forages et des essais avant même de déplacer son installation de lavage. Il savait où se trouvait l'or, à quelle profondeur et quelle était la meilleure façon de l'obtenir. Tony a parié sur Indian River. Parker a fait un investissement calculé. C'est amusant quand on y pense, car la chance est toujours un facteur. Parker a-t-il eu de la chance que le terrain qu'il a acheté soit si riche? Absolument. Aucun géologue au monde ne peut garantir une saison de 7000 onces. Mais il s'est placé dans la meilleure position possible pour profiter de cette chance. Il a minimisé ses risques en faisant ses devoirs. Tony, en revanche, s'est lancé à corps perdu dans une concession dont l'historique des contestations était connu et dont l'ancienne station d'épuration représentait un lourd passif. L'arrêt de la procédure concernant le permis d'utilisation de l'eau n'a été que le dernier clou dans le cercueil d'un plan qui reposait déjà sur des bases fragiles. L'approche high-tech de Parker est-elle la seule façon de gagner? Ou Tony a-t-il simplement eu un coup de malchance?